Bonjour à toutes et à tous, très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, comment ça va? Mais très bien, et bonjour. Vous avez pris le billet de train? Non, pas encore, on va en reparler à 11h. Vous avez vu que la SNCF a été quasi pris d'assaut après l'allocation de Macron. Moi, je me suis dit que vous aviez préparé. L'allocution, il n'a pas encore donné d'allocation. Non, d'allocution comme vous êtes. Hein. Moi, je vous parle d'allongement, hein. Faites attention, je vous ai écouté hier. Hein. Et Eva Darlan est avec nous. Bonjour Eva. Bonjour Valérie. On est ravis de vous avoir avec nous, les auditeurs de Sud Radio. Vous connaissez bien. Je suis pas avec vous, je suis en relation avec vous. Malheureusement, oui. Je ne peux pas vous voir, vous toucher. Voilà. Mais vous nous voyez via le Zoom, puisque ceux qui nous suivent sur l'application Sud Radio, sur le Facebook de Sud Radio, peuvent nous voir. Effectivement, nous sommes à distance, hélas, à cause du confinement, et on est ravis de vous recevoir, Eva, pour ce livre, Les bruits du cœur, que vous publiez chez Calman Lévy. On va en reparler dans un instant. Eva Darlan, évidemment, vous êtes comédienne, réalisatrice, femme engagée pour la cause des femmes. On vous a vu beaucoup, évidemment, au moment de l'affaire Jacqueline Sauvage, mais vous êtes toujours là pour parler de la cause des femmes, et il en est évidemment question dans votre livre. Alors, une question en lien, Gilles, aujourd'hui, la question Twitter de Sud Radio. C'est notre question du jour. Alors, il y a de plus en plus de femmes dans les médias, mais celles qui sont discriminées, c'est les plus de 50 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que les femmes de plus de 50 ans sont discriminées à la télé, mais aussi au cinéma? Alors, on vient de mettre la question, hein, ça commence à voter. Bon, ça mobilise moins qu'une question sur Jean Castex. Hein, mais alors, les filles, mobilisez-vous, allez sur le Twitter de Sud Radio et montrez-nous qu'on peut poser des questions en dehors de la politique. Vous dites oui à 52%, quand même non à 48% sur la question. Est-ce que les femmes de plus de 50 ans sont discriminées? Vous en pensez quoi, Eva, d'une manière générale? Parce qu'on parle beaucoup de discrimination raciale, on parle beaucoup de plein de types de discrimination. On parle assez peu de cette discrimination dont sont victimes aussi les comédiennes. Oui, mais de toute façon, tant que la société discriminera les femmes qui sont plus fertiles, bien évidemment, ça se ressent dans tous les milieux. Je veux dire que nous ne sommes pas que des pondeuses, nous le sommes, et avec plaisir et avec joie, mais on a d'autres fonctions, et à partir du moment où ça s'arrête, on peut continuer et être aussi chef d'entreprise, poinçonneuse, tout ce que vous voulez. Donc... oui, bien évidemment, c'est la société, c'est pas simplement dans telle et telle profession, c'est absolument dans tout ce qui est société patriarcale. Les femmes qui sont considérées comme reproductrices sont évidemment mises à l'écart quand elles ne peuvent plus procréer. Voilà. Mais il faudrait peut-être essayer d'évoluer un tout petit peu par rapport à ce cerveau reptilien et un tout petit peu archaïque, et puis envisager les femmes comme des êtres humains comme les autres. Voilà. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Bah oui. Mais bon, faut pas désespérer. Moi, on va parler de votre livre, hein, dans un instant. Moi, je voulais savoir, vous vous souvenez de votre première télé, la première fois qu'on vous a vu à la télé? C'était quand? Je crois que c'était chez Guy Lux, où on passait un extrait des Jeannes. Ah oui, c'est vrai que vous faisiez partie. Je sais pas, je vous pose la question. C'était pour savoir. Ouais. Oui, et Guy Lux n'était pas exactement ce qu'on aurait voulu faire, l'émission dans laquelle on voulait participer, mais bon, à un moment, il a fallu sacrifier au succès et puis y aller contre mauvaise fortune. Bon cœur, on était comme ça, on a joué comme ça, puis on est parti vite. Mais enfin, on l'a fait, et heureuse de le faire. Et maintenant, je sais que y a pas de... Enfin, si, il y a de mauvaises émissions avec de mauvais gens, oui, bien sûr. Il ne faut pas y aller. Mais vous regrettez, il y a des émissions où vous regrettez d'être allé? Non, franchement, j'y vais pas sinon. Oui. Non, j'y vais pas, je refuse. Oui, je refuse. Il y a des émissions auxquelles je refuse d'aller, oui, bien sûr. Oui. Palace, ça reste un... aussi, allez-y, vous pouvez. Non. Palace, ça reste un bon souvenir? Palace et Merci Bernard surtout. Oui, Merci Bernard. C'est vrai que c'était Merci Bernard. C'était extraordinaire, Merci Bernard. Ouais. Oui.
Parce que Pallas, on était là, on travaillait au jour le jour, on rentrait chez nous le soir et tout ça. C'était un tournage, j'allais dire, des conditions de tournage banal. Le thème ne l'était pas. Mais c'était, voilà. Tandis que, merci Bernard, on vivait ensemble tous. On était payés au mois, au forfait. Ah oui, c'était une troupe. On partait le matin en car, on allait tourner à 30 km de Paris. Ceux qui ne tournaient pas, ils attendaient dans le couloir au cas où on ait besoin d'eux en figuration derrière. Et puis, et on était là tout le temps, quoi. Donc ça faisait effectivement une troupe et des relations extraordinaires, quoi. Des ados en vacances. Justement, dans Merci Bernard ou dans Pallas, c'est une époque où la femme, pour la féministe que vous êtes, n'est pas très respectée. On voit par exemple dans Pallas qu'on met une femme au sein nu pour faire monter l'audience. Alors même évidemment s'il y a de l'ironie, mais quand même dans ce genre d'humour, dans ces années-là, on se moquait un peu de la femme qui fait le ménage, etc. quand même, non? Mais est-ce que vous avez vu qui a écrit les textes? Oui, Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Goriot. Ah, c'est des matchs. Ah, j'ai compris votre question. Ah ben voilà. Voilà, bien évidemment. Oui, c'est parce que ce sont des hommes qui ont écrit. Par exemple. Ou eux en particulier. Par exemple. Par exemple. Vous avez une filmographie assez impressionnante. Hein. Vous avez tourné avec les plus grands, Sauté, Lelouch, Francis Weber. J'ai eu de la chance. Ouais, vous avez eu de la chance, malgré votre sale caractère ou votre tempérament, ou c'est votre tempérament qui vous a permis justement de tourner autant? Non, j'ai pas un sale caractère sur le tournage. Dans la vie, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Sur un tournage, je suis plutôt extrêmement docile. La chose que je discute parfois avec les metteurs en scène, c'est le texte. Ouais. Voilà, des fois le texte n'est pas exactement ciselé comme je pense que ce serait mieux. Voilà. Donc on a parfois des discussions là-dessus et c'est toujours pour le bien et les réalisateurs sont assez contents de ce genre. Oui. Non, j'ai pas un sale caractère sur le plateau. Du tempérament, en fait. Voilà, fort caractère. C'est pas, j'ai pas employé le bon mot. Alors, Gilles, on va passer au zapping. Gilles, il regarde beaucoup la télé. Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Le monde du sport, Valérie, est sous le choc avec la mort de Christophe Dominici, qui s'est suicidé à l'âge de 48 ans. On se remémore évidemment le champion qu'il était, comme c'était assez historique en 1999 lors de la demi-finale de la Coupe du Monde face aux All Blacks. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier, un coup de pied dans la boîte, comme on l'a dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Voilà. Emmanuel Macron, hier soir, a douché des espoirs des restaurateurs et des bars. Du coup, coup de colère dans les médias, et ça continue. J'imagine que vous allez en parler dans votre débat, Valérie. Hier, le restaurateur Frédéric Jean-Jean, secrétaire de l'UMI 13, était noir de colère. Vous allez l'entendre sur CNews juste après l'allocution du président de la République. C'est dans les restaurants et dans les lieux où l'on se nourrit que l'on se contamine le plus. Nous allons faire en sorte de prendre les moyens que les gens mangent chez eux. Il n'y aura plus de restaurants administratifs, il n'y aura plus de cantines. Et nous allons nous mettre en action. Nous sommes 220 000, nous sommes en France, nous sommes la France, sa tradition, son patrimoine et sa culture. Et si vous voulez voir le drapeau français, il est en berne sur ma terrasse. Est-ce que je défie Emmanuel Macron et son gouvernement ? Je défie au nom de la France. Ouais, beaucoup de restaurateurs ce matin sont effectivement désespérés plus qu'en colère. Ils sont à l'agonie parce que financièrement, ça va être très très compliqué pour beaucoup d'entre eux. On pense aussi aux salles de sport et aux boîtes de nuit, mais on en reparlera également. Vous avez regardé le président de la République, Eva Darlan, hier ? Non, merci beaucoup. D'accord, merci Bernard. Allez, on continue le zapping. Bah, il faut dire qu'il a fait presque 30 millions de téléspectateurs, hein, Eva. Vous n'étiez pas dans la majorité. Voilà pour. Ah, mais ça m'est égal. Être dans la majorité ne signifie pas être dans le vrai. Non, absolument.
Gilles, on continue rapidement. Pas de repas de Noël donc au restaurant. Et pour le professeur Salomon, pas de bûche en commun. C'était hier matin sur France Info TV et ça a beaucoup buzzé. Mamie va manger à côté, s'il te plaît. Il faut pas manger avec papy et mamie. On même peut aller les voir. Noël. On va même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, on peut quand même avoir. Des fois, c'est plus que 7 jours la période d'incubation. Donc on peut aller chez papy et mamie à Noël. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non mais attendez, on va les voir, mais il faut limiter. Si je transmets le virus à papy et mamie, c'est pire que tout. Ouais. Comment je vais vivre ça après? Ça vous fait rire, Eva Darlan? Ah, ça me fait mourir de rire. Non, mais franchement, par qui sommes-nous gouvernés? Non, mais une classe de CM2 ferait mieux qu'eux, quand même. Non, mais comment on peut imaginer de dire une chose comme celle-là? Et puis, moi, je voulais en faire mon coup de gueule tout à l'heure, mais alors les papis, mamies, non, mais c'est insupportable. Ça a fait effectivement beaucoup réagir. On a dit, certains ont dit, on va les mettre à la cave, on va couper papy et mamie en morceaux et on les mangera. Enfin bref, n'importe quoi. Encore. Sur cet avou, Elisabeth Lemoine recevait Elisabeth Badinter. Elle est revenue sur les racines du complotisme. Pour elle, ces racines, pour la sociologue, c'est simplement la haine. Et ça marche pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a la haine. Il y a la haine de quelqu'un. Alors, c'est l'élite, c'est les riches, c'est les juifs. Il y a la haine. Et c'est ça qu'on... Et bien sûr, comme on ne peut pas dire les choses aussi directement, on laisse les auditeurs ou les spectateurs conclure eux-mêmes. Et si vous essayez de défendre par une contre-argumentation raisonnée votre thèse, vous n'êtes plus entendu parce qu'on pense que vous appartenez à l'autre camp. Et puis pour finir, vous connaissez Laurent Geoffrin, Valérie, ancien directeur du Nouvel Obs et de Libération. Vous allez voir qu'il n'a pas de goût populaire. Et non. Et Pascal Pro l'a mis à jour. La séquence est plutôt drôle. On espère vous accueillir avec cette belle chanson à l'entrée des stations. Vous savez pas ce que c'est que ça? Ah, ça c'est intéressant. Là, Laurent Geoffrin, vous ne savez pas ce que c'est que cette musique? Ça confirme exactement ce que je pense de vous. Vous êtes déconnecté de la France profonde. C'est les bronzés font du ski. Ah, voilà. Et comment vous voulez parler aux gens dans un mouvement politique si vous savez même pas la musique des bronzés? 14 fois au moins, oui. La plus belle caricature de nos clients. C'est le planté du bâton, monsieur Geoffrin, qui ne va pas. C'est assez incroyable, effectivement. C'est quand même une musique assez culte. Vous l'aviez reconnue, Eva Darlan, évidemment. Oui. Ça nous a formés. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Oui. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Eva Darlan, vous publiez Les bruits du cœur chez Calman Lévy. C'est un livre que les librairies vont rouvrir samedi, donc précipitez-vous. Enfin, absolument. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire forte d'une femme qui a fait les beaux-arts, qui est très talentueuse, mais qui, comme beaucoup de femmes, parce qu'il y a évidemment des messages dans votre livre, finalement s'est contentée de peu de choses et vous revenez, non, vous levez les yeux au ciel, c'est un peu de ça, elle s'est contentée. Et la fin du, je vais pas dévoiler la fin du livre, mais il y a un chapitre à la fin qui est presque un essai où vous dites: je suis le fruit de traumatismes anciens, ceux de cette femme qui fut ma mère, de cet homme qui fut mon père, de ceux qui disaient: ne fais pas de bruit, ne ris pas si fort, calme-toi, ne tente rien, tu n'y arriveras pas, contente-toi de ce que tu as. C'est ce qu'on a dit aux femmes pendant très longtemps, et c'est ce qui se passe pour cette Marie qui a été brimée toute sa vie, qui voulait être peintre et qui a une vie qui lui plaît pas. Oui, absolument. Puis ça va la dégommer. Ça va la dégommer gravement, et elle va jusqu'à la déchéance. Elle quitte tout. Et elle va se retrouver dans une situation à la rue, mais à la rue gravement, à la rue sans plus aucun repère. Et il a fallu ça pour qu'elle arrive à se trouver, elle arrive à se connaître, elle arrive à se défaire de tous les diktats d'une société dans laquelle elle n'a pas trouvé sa place. Et en fait, elle prend une main tendue, qui est une main tendue d'un compagnon d'Emmaüs,
pour se restructurer, se reconstruire et être enfin ce qu'elle voulait être. Et c'est un dur parcours, très dur, très tragique, mais avec une fin enfin libérée, aérée, épanouie et structurée. Voilà. Ouais. Parce que ça commence un petit peu comme, bon, je ne veux pas dire une comédie romantique, mais il y a une jolie scène en Camargue où elle tombe amoureuse de cet homme, il y a de la sensualité, le manadier il est pas mal. Oui, c'est une fausse piste, hélas, parce qu'il est pas mal, mais ça montre justement qu'on peut se tromper et puis qu'on peut tomber assez vite sous le coup d'une emprise sexuelle qui va l'entraîner très très loin et très bas, comme vous l'avez dit. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est allée jusqu'à l'avilissement dans cette relation sexuelle imposée, qu'elle n'a pas repérée au début, à laquelle elle n'a pas dit non. Et quand on ne dit pas non tout de suite, comment on fait après, quoi. Et j'ai voulu aussi, à travers ce livre, parler donc, bien sûr, de l'amitié, mais pas de l'amitié rose bonbon. Il y a de l'amitié aussi qui est intrusive. Oui, absolument. Il y a Camille, cette grande bringue rousse, pétulante, qui vous ressemble un petit peu, un tout petit peu quand même, non? Elle vous ressemble pas? Non, elle est rousse. Elle est rousse, voilà, c'est tout. Mais il y a toujours, avec vous en tout cas, une entraide de femmes. Heureusement qu'il y a cette femme qui est là aussi pour l'aider. Je ne sais pas. Oui, dans un certain sens, oui, mais est-ce qu'elle ne l'a pas rendue dépendante d'elle? Est-ce qu'elle ne lui a pas imposé un échec par rapport à sa vie à elle, la rousse, qui est très réussie, et avec des enfants, des maris, et tout ça? C'est pas moi, vous voyez. Hein, une vie personnelle extrêmement épanouie. Donc, elle lui impose cette vision-là tout le temps, et elle la met en échec. Donc, c'est pas si rose bonbon, quoi. J'ai voulu parler de l'amour, j'ai voulu parler de l'amitié, j'ai voulu parler des SDF, j'ai voulu parler d'Emmaüs. Je suis allée vivre quelques jours chez Emmaüs pour voir comment ça se passait dans cette Emmaüs de Saint-Onès, près de Montpellier, pour ne pas dire de bêtises. Donc je sais exactement de quoi je parle. Et j'ai voulu aussi mettre un style où j'alterne les chapitres passés, les chapitres présents, alterner aussi un style très, très quotidien, très, très collé au quotidien, comme ça, très vite. Et puis un style aussi assez poétique, assez, ce que vous avez lu tout à l'heure, qui est quand même plus introspectif. Donc, voilà. Comment vous écrivez, justement? Vous savez où vous allez quand vous démarrez? Vous aviez l'idée exacte de ce que serait ce roman? J'avais les grandes lignes, parce que ce roman est l'adaptation d'un scénario que j'ai écrit et qui n'aboutissait pas. Or, je savais que c'était une histoire absolument formidable, donc je l'ai écrit en roman. Et le roman, bien évidemment, entre quelques pages d'un scénario, parce que si on enlève tous les blancs entre les dialogues, ça ne fait pas plus que 40-50 pages, et 350 pages de roman, évidemment, j'ai eu des surprises. Les hommes se sont imposés avec des mecs formidables et puis des mecs décadents qui n'étaient pas dans le scénario. Des personnages sont venus, se sont imposés. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'écriture, on est dans un état de transe. Et on se dit, c'est pas moi qui ai écrit, tiens, j'ai écrit ça, mais je m'en suis pas rendu compte. C'est vrai, tout ça est vrai. Et je crois que l'inspiration, c'est un mélange d'ouverture de l'inconscient avec je sais pas quoi d'autre, mais en tout cas, ça donne un état de transe dans lequel les mots jaillissent sans votre volonté, en dehors de vous. Et moi, quand j'écris, je veux dire, c'est pas beau à voir, quoi. Je pleure, je ris, je suis dans mes personnages, je suis mes personnages. Donc quand vous dites je suis Camille, mais je suis aussi Marie, je suis Bob, je suis parce que je suis à l'intérieur d'eux et je me dis comment ils vont faire pour se sortir de cette situation, ou s'il fait un pas à gauche, comment le fait-il, avec son corps ou seulement son pied, je deviens eux. Et il faut être un peu malade quand même pour écrire des choses comme ça. Je ne parle pas que de moi, je parle des auteurs en général. Il faut s'exclure du monde pour se tremper profondément que dans le sien et aller au-delà de ses limites. Et c'est très intéressant. Donc vite, j'écris le deuxième.
Voilà. Et moi, j'avais deux questions à vous poser, qui sont des questions d'actualité. Vous vous engagez souvent contre Macron. Ma première question, c'est si on est contre Macron, on vote pour qui? Qu'est-ce qui reste? Et deuxième question, est-ce que vos opinions politiques vous empêchent parfois de tourner ou vous bloquent parfois le cinéma parce que vous êtes engagé politiquement, quoi? Alors de toute façon, les personnes engagées, on les aime pas. D'autant si c'est une femme, de plus de 45 ans. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est pas glamour. Ils ont tort parce que ça fait une certaine popularité et c'est bankable. Mais bon, ils veulent pas, c'est pas grave. On fait autre chose et on fait autrement. Et l'autre question, c'était par rapport à Macron. Macron est en place parce que la gauche n'a pas réussi à s'unir la dernière fois. On est bien d'accord. Si la gauche avait réussi à donner un seul leader, il serait passé les doigts dans le nez. Là, c'est Macron, mauvaise pioche, et ça va recommencer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une union de la gauche, moi, évidemment, j'aimerais beaucoup que ce soit Taubira. Taubira, elle ne se présente pas pour l'instant. Est-ce qu'elle va réussir à passer les fourches codines de ses détracteurs? Je ne sais pas, je lui souhaite, je nous souhaite. C'est une grande femme politique et une femme de prestance internationale. Voilà, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les écolos, la gauche, si Taubira ne s'investit pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va y retourner, mais on n'en a pas envie. Voyons, regardez un peu le marasme. Je veux dire, ces gens qui nous gouvernent n'ont pas de notion de l'État, n'ont pas de notion de la vie concrète et quotidienne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des progrès qui ont été faits en ce qui concerne les violences faites aux femmes? C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il y a eu un Grenelle. De ce que vous en savez, est-ce qu'il y a des choses qui ont progressé? On va en parler dans un instant avec Anne-Cécile Maillefer. Oui, il y a je suis très contente qu'elle soit là. Je voulais vous parler justement de la Fondation des femmes, qui est quand même... Heureusement que la Fondation des femmes est là pour s'occuper des femmes. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont progressé, c'est le nombre de victimes. Alors ça, faut quand même pas charrier, quoi. Le Grenelle a servi à rien, sinon à faire parler, et c'est pas mal, à faire parler, à faire prendre conscience qu'il y a un vrai problème là-dessus. Mais je veux dire que quand même, il y a quand même 254 viols par jour, une tentative de viol, enfin ça va, quoi. Eh ben, le gouvernement ne fait rien. Ce sont des initiatives personnelles, comme Anne-Cécile Maillefer fait avec sa Fondation des femmes. Heureusement qu'elle existe. Je veux dire, il faut se débrouiller. Et puis, il n'y a pas d'argent. Alors, on demandait 1 milliard pour mettre en place des structures. Ça nous a été refusé en disant il n'y a pas d'argent magique. Mais on l'a bien vu qu'il y avait de l'argent magique. C'est une volonté politique de ne pas s'investir. C'est quand même énorme. Oui. Non, mais il n'y a pas eu... Il y a effectivement, on va en reparler avec elle, il y a peut-être pas eu les mesures concrètes et efficaces qu'on attendait. On va faire le point avec elle. Merci Eva Darlan. J'ai une dernière question, madame. Marina Foïs a été je demande l'autorisation, c'est ma chef. Marina Foïs c'est elle qui a été choisie pour présenter les Césars. Ça a été annoncé hier. C'est quelque chose qui vous aurait tenté de présenter la cérémonie des Césars? Ou c'est pas votre truc, les Césars? Mais aussi, si, tout ce qui est professionnel est mon truc, mais présenter les Césars, non, pas du tout. Marina va très bien s'en sortir. Elle a fait elle a fait les Robins des Bois avec la rigolade qu'on connaît. Elle est intelligente, elle est vive. Je veux dire, elle va faire ça formidablement. Bravo, Marina. Très bien. Merci Eva Darlan. Votre livre Les bruits du cœur est paru chez Calman Lévy. Je vous encourage vraiment à aller dès samedi dans votre librairie pour acheter ce roman. Vous serez, vous avez défendu les libraires. Vous êtes mobilisés. Je vous ai vu avec un panneau devant une librairie, Femmes de combat. On vous aime beaucoup, Eva Darlan. Continuez. On attend votre prochain roman. Merci à vous. On se retrouve dans un tout petit instant.